Une semaine après la mort de Pantani, Lance Armstrong parle avec ses mots, ses convictions, ses vérités. Le 15 de France et ses doutes, pas vraiment convaincants contre l'Italie, à l'image de Christophe Dominici, des erreurs à vite corriger. Ils sont partout, en équipe de France, en Ligue des Champions, en course pour le titre national. Govou, Louindoula, duo lyonnais, duo d'espoir. Tennis, un Richard Gasquet comme vous ne l'avez jamais vu. Et des sœurs Williams que l'on aimerait bien revoir un jour. Où sont les fantomettes? Et à l'aube d'une année capitale, Christine Aron impressionne. Record de France en salle du 60 mètres. Elle est notre invitée ce soir. Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Nous sommes en direct, bien sûr, comme tous les dimanches, pendant 1 heure. Bonsoir Christine. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Alors pour commencer, je ne sais pas si vous avez vu le film Podium, qui fait un carton en salle en ce moment. Non, j'ai vu des extraits, mais j'ai pas vu le film. Bon, alors Benoît Poelvoorde, l'acteur principal, chante en duo avec Claude François la chanson Comme d'habitude, et l'illusion est absolument parfaite. Claude François vient rejoindre au piano Benoît Poelvoorde. Eh bien, sachez qu'en sport, l'impensable est aussi possible pour une pub, par exemple. Regardez, c'est un reportage de Dominique Legouff. Leila Ali, 25 ans, championne du monde des super moyens. Mohamed Ali, the greatest, 3 fois vainqueur de la couronne mondiale des lourds. Tel père, telle fille. Il y a 15 jours, nous vous présentions le combat de 2 frères, Jérôme et Philippe Thomas, rendu possible grâce à l'autorisation paternelle et la dérogation fédérale. Jérôme, l'aîné, avait eu raison de son cadet. Ce soir, nous vous proposons l'impossible combat. Impossible n'est pas un fait. C'est une opinion. À ma gauche, Mohamed Ali, 56 victoires sur 60 matchs. À ma droite, sa fille, Leila, 16 combats, 16 victoires, dont 13 avant la limite. Mon père et moi sur le même ring, c'est quelque chose que vous pensiez ne jamais voir. Et le simple fait d'être capable de réaliser ce truc prouve que désormais rien n'est impossible. Hélas, la réalité est plus amère. Atteint de la maladie de Parkinson, la légende vivante aux 60 combats en 18 années de carrière n'est plus que l'ombre tremblante de ce qu'il fut, le plus grand. C'est pour les besoins d'un clip commercial, destiné à l'équipementier du père et de la fille, que l'impossible est devenu réalité. Il a fallu que Leila se glisse dans le costume d'un des adversaires de son père pour reproduire faits et gestes, coups et esquives. Le numérique est magique. Le film Forrest Gump l'a déjà démontré. Cette fois-ci, un sosie figurant a joué Ali pour les plans de coupe. Une fois le combat de Leila complètement enregistré sur fond vert, il ne restait plus qu'à substituer la fille à l'adversaire George Foreman. L'illusion est parfaite, pourtant, comme le souligne souvent un confrère, méfiez-vous des imitations. L'image, désormais, est trompeuse. Et oui, père et fille sur le ring. Christine Aron, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mode? Je ne sais pas si pour une pub, on vous demandait de courir avec Florence Griffith-Joyner, par exemple. Est-ce que ce genre de choses vous plairait? Avec elle, non, pas spécialement. Ouais. Mais peut-être avec quelqu'un d'autre, oui. Oui, ce serait possible. Oui, pourquoi pas. Bon, très bien, avis aux amateurs. Bon, vous connaissez Cédric Baudou, notre spécialiste rugby, pour la 2e journée du tournoi des destinations. France-Italie, donc 25-0 Cédric. C'est donc l'actualité de ce week-end. Alors, des Bleus un peu poussifs qui se cherchent, qui n'ont pas été convaincants, tout simplement. Vrai, ça faisait longtemps, effectivement, que l'équipe de France et l'attaque de l'équipe de France n'avaient pas eu autant de ballons à exploiter sur un terrain. Et pourtant, elle arrivait seulement 3 essais et une impression de gâchis. Alors pourquoi ce gâchis? C'est très simple, c'est que depuis la Coupe du Monde, le jeu qu'essaye de mettre en place l'équipe de France change. On essaie de mettre un nouveau système de jeu en place et en plus avec des nouveaux joueurs et c'est pas évident. En 2 mots, à la Coupe du Monde, Bernard Laporte, le maître mot, c'était l'occupation du terrain, donc on jouait beaucoup au pied. Depuis le début de ce tournoi, le maître mot, c'est la conservation du ballon, donc on joue beaucoup moins au pied. Hier, très peu de jeux au pied, très peu d'alternance, très peu de jeux dans l'axe, beaucoup de passes et des fois même des passes de trop.
Quelques points positifs quand même. Oui, il y a quand même des points positifs. Les points positifs, c'est que l'équipe de France n'a pas pris un seul point hier. Ça lui était pas arrivé depuis 1998. L'autre point positif, c'est la conquête, très bonne en touche et en mêlée. Et puis le troisième point positif, c'est l'intégration des jeunes éléments. Donc ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on espère du moins, c'est que ce match contre l'Italie, c'est un match de transition pour le Pays de Galles et qu'au Pays de Galles, l'équipe de France sera prête, on l'espère du moins. En tout cas, France-Italie, retour sur le match avec Mathieu Lartaud et vous saurez tout. Voilà. Je suis un petit peu triste pour moi et triste pour le collectif. Je vais la poser et me glisser des mains au dernier moment. Je crois que sincèrement que c'est peut-être un manque de respect quand on va derrière la ligne et qu'on ne marque pas. Je crois que c'est les 14 autres qui sont pénalisés avant soi-même. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de déchets sur ce match et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour un collectif. On va faire mieux la prochaine fois. Les blancs d'un jour ont des bleus à l'âme. Pour avoir été trop facile à certains moments, l'équipe de France hier s'est pourri la vie. Était-ce du mépris ou une volonté de trop bien faire les choses? Reste qu'au final, pour faire simple, les Français ont paru bien compliqués. On avait pour intention donc de jouer, d'envoyer beaucoup de volume. On s'est peut-être épuisé un petit peu. Je crois qu'on a tous la volonté de faire vivre ce ballon. Bon, il y a des fautes, c'est le jeu qui veut ça. Faut-il vraiment leur en vouloir? Les Français, version tournoi 2004, ont décidé d'être offensifs à l'extrême. Ambitieux grâce à un nouveau système basé sur un jeu de mouvement permanent, fait de passes après contact dans le dos de la défense. De bonnes intentions en somme, surtout quand au bout de l'action, les Français concrétisent leur temps fort. Elissal pour Brusque, Brusque pour Traille, voilà. Arrive qui s'est fait oublier face à Bergamasco en force. Bien, voilà. Mais ce samedi au Stade de France, pour marquer, les Blancs doivent s'arracher. Alors, quand M. Lewis, arbitre du match, siffle la mi-temps sur un énième en avant et sur un score de 10-0 seulement pour la France, on se dit qu'en faisant simple, il y a peut-être mieux à faire. Je dirais une première mi-temps d'un haut niveau de notre part, et dans les intentions, dans le désir de faire vraiment de déséquilibrer la défense italienne, mais effectivement un manque de finition qui fait qu'il n'y a que 10-0 alors qu'il doit y avoir peut-être 30 points à la mi-temps. Un manque de finition criant et récurrent dans ce match, même quand le plus dur est fait. C'est Dominici qui est lancé plein champ et qui va marquer entre les poteaux. Il s'était fait oublier. Oh, il a refait en avant, je crois, dans la but. Ça faisait longtemps qu'il nous en avait pas fait une, mais là je crois que c'est une très belle. Heureusement que ça arrive aujourd'hui et pas dans un match décisif, mais bon, c'est bien. Ça va nous permettre de le chambrer toute cette semaine au Stade Français. Je le vois de suite et quand l'arbitre demande vidéo, je sais qu'il n'y est pas. Donc maintenant il y a ça, il y a la vidéo, donc c'est bien quelquefois, c'est bien. Quelquefois il ne faudrait pas qu'elle existe. Maintenant elle y est. Et malheureusement, ça pénalise l'équipe et ça m'attriste. La France ne compte alors que 13 points d'avance quand les Anglais en comptaient 3 fois plus la semaine dernière en Italie, au même moment. Il ne suffit donc pas de jouer en blanc pour ressembler aux champions du monde. Mais heureusement, tout n'est pas noir pour les Blancs. Et puis, il y a Harry, un ami qui nous veut du bien. Dominici qui libère bien cette balle pour Elissalde. Derrière pour Perrelong pour Pelouse le capitaine. Pelouse pour Rinardecki, encore en position d'ailier en force. Deuxième essai d'Emmanuel Rinardecki. C'est le jour pour le Basque aujourd'hui, c'est du gâteau. Jean-Baptiste Elissalde transforme. La France mène 20-0 et s'offre un dernier essai par Pépito et Lorga. Juste le temps de faire le bilan. Dans ce match, les Français se font 260 passes, perdent 28 ballons et commettent 13 en avant pour seulement 3 essais. Pas concluants. L'an dernier aussi, on faisait beaucoup de jeux. Ça va, on a marqué, je crois, de mémoire 7 essais l'an dernier en Italie. Donc si on regarde ce qu'on a marqué aujourd'hui, on peut dire que c'est un jeu à la baisse. Mais non, je crois qu'il y a une volonté vraiment de créer. On l'avait aussi l'année dernière. Mais bon, c'est vrai que si on finit bien aujourd'hui, je crois que le score peut être vraiment très élogieux. Mais bon, c'est comme ça. Quand on se crée des occasions, il faut les marquer. Au final, la France s'impose 25-0 sans vraiment convaincre, malgré de bonnes intentions. On notera tout de même qu'en rugby, pour marquer des essais, le plus simple parfois, c'est de courir droit devant soi.
Si vous l'avez envoyé. Et il y avait d'autres matchs, évidemment. Alors dites-nous tout sur le futur adversaire des Français. Oui, le Pays de Galles qui jouait cet après-midi en Irlande. Ben, ça n'a pas été la fête pour le Pays de Galles qui a été battu 36-15 contre l'Irlande en Irlande. Au commentaire, Pierre Salviac et Thierry Lacroix pour les plus beaux essais de ce match. Regardez. Ils sont là-bas? Première cocotte irlandaise, on cache la balle, on l'avait vu hier avec l'équipe de France, on avance, on tourne, on pivote, on travaille devant, le ballon derrière. Bonne progression des Irlandais. Et c'est de Burn. Et c'est de Burn qui s'est cassé à la sortie de ce regroupement et qui vient de marquer ce premier essai pour l'équipe d'Irlande. On a été agressif défensivement côté gallois, on va sûrement récupérer la balle, oui, voilà qui est fait. Cooper qui essaie d'extraire cette balle, c'est fait, oui. Harris contré par O'Gara. Oh que c'était bien vu. Troisième essai d'O'Gara. Oui, il a pris la balle, Easterby. Ah, on revient à la cocotte. Voilà, c'est parti. On désaxe. On sort de la pression galloise. On va le fermer, on essaie de Burn. Essai de Burn, le deuxième essai de Burn et le quatrième essai irlandais dans cette première période. Oh, il a joué Driscoll. Et il a surpris tout le monde. Oui, mais il n'est pas passé quand même. Stringer, c'est pas fini. O'Gara. Et filou en plus, cette Driscoll. Ouais, mais il est allé sur le pilier gallois. C'était peut-être pas le meilleur. Stringer, et Cistera, essai de Follet. Oh, alors là, c'est ce qui s'appelle jouer avec les yeux. Bravo Stringer pour le passeur et évidemment, bravo pour Follet, pour le marqueur, 5e essai irlandais. Voilà, ça c'était cet après-midi en direct sur France 3. Enfin, les champions du monde, trop forts, toujours. Les Anglais, imprenables depuis la Coupe du Monde et puis surtout insatiables puisqu'ils ont battu l'Écosse 35-13 et ils ont remporté un trophée de plus à leur actif, la Calcutta Cup. Regardez. Cette fois, c'est la Calcutta Cup. Habituez-vous à ce type d'image. À Édimbourg, c'était la 10e minute de ce match que les Anglais ouvrent les hostilités. Nous sommes dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. L'arbitre laisse jouer. Robinson tape à suivre. Ben Cohen est le plus chanceux sur le rebond. L'Angleterre marque le premier essai du match. Sur cette action, Hinchelwood, l'arrière écossais en couverture, est surpris par le rebond. L'Angleterre mène 7-3 et Cohen joue les fiers à bras. 20 minutes plus tard, les Écossais, toujours sous pression, subissent une nouvelle fois les assauts de l'Angleterre. Et cette fois, c'est au tour de Cussiter, le numéro 9 écossais, de nous rappeler les plus belles heures de Buster Keaton. Balcho en profite et les Anglais marquent leur deuxième essai. Pendant que l'Écosse accumule les maladresses, l'Angleterre, elle, engrange les points. Et à la pause, l'Angleterre mène 20-6. En seconde période, le scénario reste le même. Dans le rôle du joueur maudit, cette fois, c'est Patterson qui est contré ici par Livesey, qui aplatit dans la foulée. Sous pression permanente, les Écossais dominés en mêlée fermée encaissent même un 4e essai en laissant Grucock transpercer toute la défense. L'Angleterre l'emporte finalement 35-13 et monte en puissance. Prochain match à Twickenham contre l'Irlande dans 15 jours. Ça promet. Oui, le rendez-vous est pris dimanche, 7 mars, pour en direct évidemment sur notre chaîne. Alors avant d'aborder l'athlétisme avec Christine Aron, pour vous rafraîchir la mémoire, eh bien voici les temps forts de la semaine. Avec en vedette, alors il y a du Paoletta, du Foreman, du Portez, il y a le roi des Belges, et le nouveau maillot bleu. Donc une séquence éclectique préparée par Claude Aymar. En fait, on en mettrait 5 assis. Voilà. 4 debout. Et après, debout et 3 sur le banc. Ils sont bien en tout. Voilà. Une bande rouge porte-bonheur pour les Bleus à l'Euro, comme en 84, comme en 2000. Adversaire numéro 1, les Croates en rouge et blanc. Tiens, porte-bonheur aussi. Ils reçoivent les Allemands. Klose, 34e minute, Allemagne 1-0. Nerek Jack, 87e minute, égalité. Ramlo, 90e minute, Allemagne 2, Croatie 1. Adversaire numéro 2, les Anglais en blanc et rouge, ils jouent au Portugal. Miguel contre son camp, 47e minute, Portugal 0, Angleterre 1. Paoletta, 70e minute, Portugal 1, Angleterre 1. Adversaire numéro 3, les Suisses, ils ont aussi perdu au Maroc. Monaco-Montpellier, 25e journée, match décalé, Adebayor 1, Adebayor 2, Adebayor 3, plus Morientes 4-0, carton plein. Je suis le plus vieux cogneur du baby boom, le plus grand, et ça peut faire boom dans ta face.
Je lui ai dit, si tu perds 25 kilos, je te donne 20 millions de dollars pour un dernier combat, George. Regarde ça. Tu le crois, toi? J'ai la même pêche qu'à 20 ans. Then you talk about rotating 3 big men. Kobe Bryant with the backboard. Here is Yao. Helping, coming off a stellar performance. Timeouts left. They have their 2 full. Here's Shaquille O'Neal from Kobe Bryant. And yes. Après 2 ans d'échec, Pau Orthez, enfin, dans le top 16. C'est le seul club français qualifié grâce à sa victoire à Rome 78-71. Frédéric Forest, meilleur marqueur. RTBF, il est 19h. Tennis, en attendant leur entrée en lice dans le tableau de simple du tournoi d'Anvers, Justine Henin et Kim Clijsters ont été décorés de la Grande Croix de l'Ordre de la Couronne par le roi Albert II, l'un de leurs plus fervents supporters. Attention pour le passage de Orange, passage de laine. Tout le monde est dans la course, on va assez vite, il y a une belle lumière, le bateau se comporte très bien. On s'est rendu compte sur le lever du jour qu'on avait perdu une crash box des trains tribord. Si ça nous était arrivé au milieu du Pacifique, on ne serait même pas posé la question, on aurait continué. Il semble qu'il a été adopté de Norvégien. J'aime bien la Norvège, je sens que c'est un peu mon pays et j'adore parler le norvégien. Donc il faut plus que je parle français. Elles l'ont fait. Laura Flessel et ses copines obtiennent leur qualification pour Athènes en gagnant le tournoi de la dernière chance en Allemagne de justesse. Oui, ça tombe bien parce que les filles sont à l'honneur dans ce stade 2 avec Christine Aran. Alors, vous savez que beaucoup de champions quittent leur pays, malheureusement pour nous, pour voir en fait la Mecque réaliser leur rêve, c'est-à-dire jouer dans les plus grands championnats du monde. Alors, il y a par exemple les footballeurs en Angleterre ou en Italie, les basketteurs aux États-Unis. En handball, on a un Jackson Richardson en Espagne. Et des filles championnes du monde au Danemark, où ce sport est roi avec de vrais passionnés. Valérie Nicolas, gardienne, élue d'ailleurs meilleure joueuse des derniers mondiaux, a rejoint Leila Lejeune à Viborg précisément. Vincent Perazio s'est rendu sur place pour vous. À Viborg, au nord du royaume du Danemark, il faudrait infiniment plus qu'un titre de champion du monde pour perturber une vie rythmée par le son des cloches. Ce n'est pas que Valérie Nicolas et Leila Lejeune n'ont pas droit à davantage d'égards. Mais il faut simplement comprendre qu'ici, leur victoire est considérée comme un accident tout au plus. C'est chiant les fiches pour remplacer tout ça. On est champion du monde, mais ça change strictement rien par rapport ici. Pour eux, ce sont les Nordiques, ils ont leur ego et ils savent que c'est les meilleurs au monde. Donc même si on a fait mieux qu'eux, ils n'admettront jamais qu'on est meilleur qu'eux. Mais c'est ça qui est bon justement avec Leila et on s'amuse bien par rapport à ça. C'est qu'on sait que nous, on est champion du monde cette année et que c'est nous les meilleurs. Depuis le titre, Leila et Valérie ont mis leur fierté en bandoulière, repris les cadences écologiques du pays et se sont pliés de nouveau aux exigences du professionnalisme. Car Viborg est la capitale du handball féminin dans un pays qui est sa terre d'élection. Viborg, c'est 8 titres lors des 10 dernières années du championnat le plus relevé au monde. Elles sont venues chercher l'excellence sportive, un salaire entre 3 et 5 fois supérieur à celui proposé en France, des salles pleines en permanence, des matchs à enjeu tous les week-ends. C'est la bagarre parce que c'est super important de gagner tous les matchs parce qu'il y a énormément d'aspects économiques en jeu. Tout ce qui est le plan financier, c'est très très important. Donc pour que tu perdes un match contre les derniers, avant-derniers, ça fait mauvaise image pour le club, pour la ville. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et là je me rends compte de plus en plus actuellement parce qu'on arrive vers la fin du championnat et qu'on sent que la pression commence à monter pour être champion du Danemark. Car le handball est de loin le sport le plus populaire.
5 rencontres sont diffusées en direct chaque semaine sur les télévisions nationales. La meilleure audience de l'histoire étant encore la finale du championnat du monde 97. 3 millions de spectateurs pour 5 millions d'habitants. L'intérêt n'a cessé d'augmenter. Les plus grosses audiences télé sont pour le handball féminin au Danemark. La politique ou le football, ce n'est rien à côté. Pour dévoiler les raisons d'un tel engouement, personne n'est plus qualifié qu'Ulrik Wilbek. Tout simplement parce qu'il a fait le hand féminin au Danemark. Wilbek a recruté Leila et Valérie. Surtout, il est une figure incontournable. Gourou respecté dans le monde entier, champion du monde, champion olympique comme entraîneur d'une génération exceptionnelle qui explique le succès d'aujourd'hui. Tout a commencé dans les années 90, quand nous avons tout gagné. La personnalité des joueuses était extraordinaire et tout le monde les aimait. Au Danemark, c'était comme un divertissement pour tout le monde. Même les grands-mères de 90 ans aimaient ça. La Ligue danoise et les clubs ont donc capitalisé sur le succès d'une génération pour se structurer. Viborg est aujourd'hui coté en bourse. Son budget de 3 millions d'euros est supérieur à celui de Montpellier, champion d'Europe chez les hommes. Dans ce monde prospère, Valérie Nicolas, la meilleure gardienne du monde, suit enfin des séances spécifiques avec l'une des meilleures gardiennes de l'histoire, Suzanne Munch-Lauritsen. Et cette opportunité explique aussi son exil. Valérie et Leila ont toujours le cœur en France, une antenne satellite pour les relier au pays et pour regarder à l'occasion à Metz-Besançon, leur club de toujours, seule affiche aujourd'hui d'un championnat national sans grand intérêt. Les résultats de l'équipe de France continuent à être aussi bons et que les clubs derrière réussissent à gagner des Coupes d'Europe et je pense que c'est un amalgame entre club et équipe de France pour arriver à ce que le championnat de France féminin soit l'un des meilleurs. C'est pas gagné encore mais ça peut le faire si ça continue. Après un titre mondial, un titre olympique aiderait peut-être à faire bouger les choses. Mais rien n'est moins sûr, car l'exemple danois reste unique. Ouais. Et vous savez, Christine, que vous faites ces soirées à Viborg extraordinaires. Hein. Ça avait l'air d'ailleurs. Ça vous tente? Non, pas trop. Bon, Christine est avec nous pour évidemment parler d'athlétisme, avec votre record de France en salle du 60 mètres, on va y venir. Mais c'est vrai qu'il y avait un duel sympathique à distance entre deux des meilleures sprinteuses du monde. Christine, donc vous étiez à Clermont-Ferrand, et Marion Jones qui est de retour à Birmingham en Angleterre. Donc deux jeunes mamans qui évidemment visent l'or à Athènes aux Jeux Olympiques et qui seront bientôt concurrentes. On regarde les images? Allez. C'est un duel à distance, une course-poursuite entamée il y a 3 semaines avec les premiers meetings en salle. Marion Jones, Christine Aron, deux sprinteuses, deux reines de la vitesse, mais aussi deux jeunes mamans décidées à affoler les chronos. 28 juin 2003, Marion Jones donne naissance à Team Junior. 2 semaines plus tard, elle reprend les footings. Au bout d'un mois, elle est déjà sur la piste. En véritable staccanoviste, elle travaille beaucoup en vue de son grand retour, de sa première compétition. New York, c'est ici que l'américaine reprend le cours de sa vie d'athlète. Et de quelle manière? Elle remporte un 60 mètres en 7 secondes 21 centièmes et envisage l'avenir, sereinement. Je pense que je suis plus forte qu'avant. Je possède en tout cas les clés pour être plus forte. Prenez par exemple la musculation, je suis plus musclée qu'avant. Et cette puissance, j'ai réussi à l'intégrer dans ma vitesse. Christine Aron donne naissance, elle aussi, à un petit garçon Ethan le 28 juin comme Marion Jones, mais 1 an avant l'américaine. Voilà pourquoi Christine est aujourd'hui en avance sur Jones. À Aubonne, dans le Val d'Oise, le 8 février, elle s'impose en 7 secondes 16 centièmes. Ce vendredi à Birmingham, en Angleterre, Jones, au couloir 4, est battue sur 60 mètres par la Belge Gevart. Elle court en 7 secondes 16. Son duel à distance avec Christine est relancé. Enfin, dernier épisode, hier, à Clermont-Ferrand, lors des championnats de France en salle.
Allez, très bon départ de Christine Aron qui effectivement met le turbo et sera absolument inaccessible. 7,07 record de France. Record de France pour Christine Aron qui est à 1 centième de la meilleure performance mondiale de l'année. 7 secondes 08, temps corrigé. Quelle sensation! J'ai beaucoup progressé en puissance, en vitesse et je suis contente que ces progrès soient vus maintenant sur la piste. Et apparemment, tu vas encore plus vite qu'avant la grossesse. Bah oui, c'est bien, parce que c'est vrai que moi encore sur 60 c'était 7,11. Donc je suis contente d'avoir battu le record de France aujourd'hui et puis évidemment j'espère faire encore mieux. La vitesse. Christine Aron l'apprivoise chaque jour un peu plus, à tel point qu'aujourd'hui, elle est en avance sur Marion Jones. Les chronos en témoignent. À 6 mois des Jeux Olympiques, on ne pouvait rêver mieux. Voilà, le reportage d'Emmanuel Lefort qui est avec nous. Alors Christine, c'est vrai que vous aussi vous dites, après votre grossesse et votre accouchement, vous êtes sentie plus solide. Mais alors mentalement, physiquement, ça vous a apporté quoi? Disons mentalement, il y a les deux. Hein. Il faut faire une bonne balance entre les deux. Il y a le côté mental. C'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Et puis physiquement, j'ai pas été forte tout de suite, hein, comparativement à Marion Jones qui dit être plus forte, plus musclée. Moi, il m'a fallu un certain temps quand même pour me remuscler. C'est maintenant que je sens que je suis beaucoup plus forte qu'avant. Mais l'année de transition. Ah oui, hein, il a fallu quand même une année pour bien se remuscler parce que contrairement à elle, j'ai pas pu faire du sport pendant toute ma grossesse, donc j'ai beaucoup fondu musculairement. Il a fallu vraiment me reconstruire petit à petit. Est-ce que d'ailleurs, quand on est une championne de haut niveau comme vous, malgré le désir naturel d'avoir un enfant, on se dit quand même que c'est un risque pour sa carrière, en fait, de l'interrompre plusieurs mois et donc de revenir lentement? C'est vrai que c'est un choix qui est difficile parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Moi, je me suis posé la question, est-ce que je vais revenir? Est-ce que je n'aurai pas toujours les mêmes blessures qui vont m'enquiquiner après ma reprise? Et bon, le choix était là, enfin la décision était là, il a fallu l'assumer, puis surtout rebondir et puis se donner les moyens de réussir à ce moment-là. Quand vous voyez la Marion Jones sur ces images, vous vous dites j'ai vraiment envie de la battre cette année-là? Ah ben oui, elle comme toutes les autres, hein, moi de toute façon je m'entraîne pour gagner, donc que ce soit Marion Jones ou une autre, c'est pareil pour moi. Je reste bien concentrée sur ce que j'ai à faire. Et, à Athènes, hein. Et voilà, et puis pour être prête pour Athènes. Oui, surtout Athènes. Ouais, c'est sûr. Pour moi c'est l'objectif de l'année. Emmanuel? Christine, les chronos de Marion Jones en ce moment, faut s'y pencher, faut y regarder, c'est intéressant ou pas? Ben c'est intéressant. Moi, l'an dernier, quand j'ai repris, j'ai quand même terminé ma saison en 7-17, puisque je me suis blessée au meeting de Liévin, mais je pense que je valais déjà mieux que ça, donc c'est quand même intéressant. Elle a fait une bonne reprise, c'est bien. Votre progression est assez spectaculaire en ce début de saison. Il y a un petit secret, il y a quelque chose, vous avez travaillé quelque chose de particulier à l'entraînement. Je disais que vous aviez intensifié justement les phases de musculation. L'entraînement avait été différent avec votre entraîneur Guillaume Tanon. C'est vrai qu'on fait des muscles assez difficiles. Depuis le début de l'année, on a travaillé beaucoup plus en force. Et ces jours-ci encore plus. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé là, à me reconstruire musculairement et puis à travailler justement ma puissance qui est de toute façon très nécessaire sur le départ, comme on l'a vu. Là, il y a vraiment une belle progression sur le départ parce que j'ai beaucoup fait un travail de musculation et ça m'a permis de gagner en force, en puissance. Mais c'était votre point faible, hein, le départ, hein? Oui, c'était mon point faible, mais ça ne l'est plus maintenant. Ouais. C'est quelque chose qui est réglé. Justement, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour régler ce problème de départ. Ce n'était pas seulement la technique, mais il fallait aussi que j'intègre plusieurs choses pour que je puisse justement me libérer au départ. Et c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant, c'est quelque chose qui devient facile pour moi et agréable, quoi, vraiment. Emmanuel? Les chronos de Marion Jones, est-ce qu'on peut espérer la voir comme vous, crescendo, ou ça va être encore un petit peu juste pour elle? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il m'a fallu 1 an de transition pour progresser et pour être de nouveau compétitive. C'est vrai, elle, ça dépend. Elle dit qu'elle se sent beaucoup plus forte déjà maintenant. Moi, ce n'était pas mon cas l'an dernier. Je ne me suis pas sentie forte tout de suite. Je sentais qu'il fallait du temps pour progresser. C'est vrai que j'étais bien au championnat du monde à Paris, mais j'étais un peu juste par rapport à ma grossesse. Maintenant, moi, c'est fini. Je repars sur autre chose. La grossesse est déjà loin derrière moi. Mais Marion Jones, je ne sais pas, elle a repris quand même assez tôt après sa grossesse. 15 jours après, vous aviez dit dans votre reportage, alors que moi, j'ai quand même repris vraiment sur la piste 4 mois après ma grossesse. Donc, on a quand même des parcours un peu différents.
moi, j'ai un respect aussi de mon corps qui est différent du sien. Là, je trouve beaucoup... repris trop tôt. Repris trop tôt, peut-être fait beaucoup de sport pendant sa grossesse. Moi, c'est un temps que j'ai pris pour moi, pour le bébé. Et j'ai maintenant, enfin plus tard, j'ai fait autre chose pour que ma reprise soit plus progressive. C'est pas son cas. Donc moi, je sais pas quelles vont être les répercussions pour elle par la suite. Mais bon, c'est un choix. On va voir ce que ça va donner par la suite pour elle cet été. Le bébé, vous allez l'emmener à Athènes? Oui. Il vous accompagne? Bien sûr. Parfait. Bon, alors les blessures, vous avez connu ça, Christine. Oui. Heureusement pour vous, pas comme Jean Galfionne, autant parce que ça a été véritablement 3 années de galère. Hein. À Clermont-Ferrand, justement, il devait passer une barre de 5,65 m pour se qualifier pour les mondiaux. Alors nous l'avons suivi, Emmanuel, hein, avec Frédéric Bazille, dès son retour à la compétition, mi-janvier, lors de ses toutes premières sorties. Et c'est un homme neuf qui en fait a un ultime objectif, c'est-à-dire finir en apothéose au JO d'Athènes. Je pense qu'il va y arriver. Bon. Il suffit d'être patient. C'est vrai qu'il a eu quand même pas mal de blessures, mais il faut être patient, reprendre le temps de se remuscler, et puis je pense que ça ira pour Jean. On regarde? Oui. Allez. Quelque part, en Belgique. Un homme entreprend un ultime voyage vers l'inconnu. Il ne sait pas trop où il en est, il n'a que peu de repères. Et malgré l'hiver qui sévit, lui se sent renaître. Cet homme, c'est Jean Galfionne, champion olympique à Atlanta en 96, premier perchiste français à franchir 6 mètres. Handicapé par une multitude de blessures depuis 4 ans, il retrouve enfin la compétition. Il est capable, dès maintenant, de faire de bonnes performances. Alors, quand on dit bonne performance, c'est encore en dessous de ce qu'il faisait avant. Mais je le verrais bien, moi, 5,65 m, là, pour sa rentrée, ça me ferait plaisir, ce serait bien. Franchir 5,65 m permettrait à Jean Galfionne de participer au championnat du monde en salle, début mars. Ce serait en tout cas une énorme progression. L'an dernier, par exemple, il plafonnait à 5,40 m, mais il était blessé. Depuis 3 mois, le corps va beaucoup mieux, alors il s'entraîne comme jamais avec son fidèle entraîneur, Maurice Ouvion. Encore plus derrière. Bon, ça, ce serait mieux. Ouais. Allez, donne-lui de la vitesse vers le haut. Allez! Ah, tu devrais pouvoir balancer là-dedans. Et je pars, je décale, là. Putain, il était bon. Ouais, c'est pas fort en bas. Allez, où? Allez! Oh. Je crois que... Hein? Bon, t'es cuit. Terminé. Les gens ne m'ont pas vu pendant 3 ans et demi, on va dire le public, mais il n'y a pas une journée où je ne me suis pas entraîné en 3 ans et demi, et dans la douleur, quoi. Et ça m'a apporté pas mal, je pense, dans le fait d'arriver à relativiser les choses. Voilà. C'est évident que le sport prend une place importante toujours. Comme je dis, c'est une passion, mais j'ai eu besoin de m'ouvrir à beaucoup d'autres choses, justement pour évacuer un petit peu cette souffrance, enfin ces déceptions. Des qualités artistiques, voilà ce qu'a développé Jean Galfionne. De son imagination est né un ouvrage photo intitulé Femme athlète. Toutes les recettes sont reversées à l'association Sport sans frontières. Et comme c'est un succès, il prépare déjà un 2e livre, Homme athlète, où l'on retrouvera notamment Marc Raquil. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là, sort des blocs normaux, quoi. Vas-y, pousse gauche, et c'est le bras droit qui avance. Non. Puisque c'est la jambe gauche qui reste derrière. Non, Jean, regarde. C'est à l'opposé. Sinon, ça voudrait que je fasse ça. Regarde, Jean. Je suis à l'ample dans un starting block. Ouais. Là, c'est fort, ça. Je sais que depuis des années, j'ai des images en tête d'athlétisme. Le fait d'être toujours sur les stades. Donc, je vois faire les autres athlètes des gestes qui, moi, je trouve impressionnants. Alors voilà, le challenge, c'est justement de mettre en valeur l'athlète par son geste et par ce qu'il est, tout simplement. Depuis un mois, Jean Galfionne peut de nouveau participer à des compétitions 5,10 m, ici même à Gand, en Belgique. 5,50 m lors des championnats de Bretagne. La performance n'est pas vraiment impressionnante, mais elle lui permet de retrouver confiance.
et sensations. Ah non, il faut y aller, merde. Pourquoi il y va pas là-dessus? Il faut le faire, celui-là. Les choses positives, on va dire que j'ai recommencé à sauter sur une course d'élan que je ne pouvais pas prendre depuis au moins 2, 3, voire 4 ans. Donc c'est des indices de forme. Bon, mais c'est bien joli, quoi, les indices de forme. Après, en compète, on est frustré de toute façon si la barre monte pas. Clermont-Ferrand, hier, Jean Galfionne participe au championnat de France en salle. En ne franchissant que 5,50 m, il ne termine que 3e du concours et rate malheureusement sa qualification pour les championnats du monde en salle début mars à Budapest. Mais est-ce vraiment le plus important? Enfin en paix avec son corps, Jean Galfionne est à la recherche des sensations perdues. Il s'agit là de sa dernière quête, de sa dernière campagne qui devrait le mener, on l'espère, aux Jeux Olympiques d'Athènes. Et je peux vous dire que Marc Raquil qui pose pour la photo, Christine Aron était morte de rire. Hein. Bah oui, mais c'est... Marc, il met toujours beaucoup d'ambiance, il est assez dynamique. Vous aviez posé, vous, pour son livre Femme athlète, hein. Oui, c'était aussi. Sympa. C'était très sympa, ouais. Franchement, en plus, les photos étaient très belles, ça a bien marché. Un autre record de France à la perche. À la perche, pas de qualification pour Vanessa Boslac, mais record de France tout de même. C'était lors du premier essai cet après-midi à 5,50 m pour la sociétaire de la SPTT Lille. Elle avait battu le record de France à Aubonne, où était déjà Christine Aron. Et bien là, une nouvelle fois 5 cm de mieux, et ça fait 4,50. Et c'est de bon augure aussi, pourquoi pas, en vue d'une qualification pour les Jeux Olympiques. Et puis Emmanuel, un petit coup de chapeau aussi. Alors moi, j'ai pas un record de France, j'ai un record du monde. Bekele, ah oui, mais bon, c'était à Birmingham, c'était vendredi, c'était sur le 5000. Record du monde battu en 12 minutes 49 secondes 60 centièmes. Le précédent record était détenu par son compatriote Gebre Selassie. Alexandre, on reste sur les images de ce week-end. Oui, une petite information avant. En ski, Anya Persson a remporté le slalom géant cet après-midi. Elle est en tête du classement général de la Coupe du Monde. Pour le reste, ce qui nous intéresse surtout, c'est le Super G. On y va? Allez. Les images de la semaine, du week-end. Bon. Carole Montillet qui a pris tous les risques hier, elle est même passée très près de la sortie de route, mais ça a payé puisqu'elle s'empare à cet instant de la première place. Problème, 2 minutes plus tard s'élance Renate Götschel. L'Autrichienne va remporter son 32e succès en Coupe du Monde, rendez-vous compte, le 11e en Super G du coup. Et bien pour la victoire finale, ça se jouera le 11 mars à Sestriere en Italie. Patrick Nafi sera pour Stade 2 et ça promet, on écoute Carole Montillet. Toujours à la finale que de toute façon se joue la Coupe du Monde Super G, descente aussi. Donc on verra, j'ai envie d'être sur le podium et puis je crois que Renate est vraiment très très forte cette année en vitesse. Donc même si je suis deuxième, c'est pas très grave. Blanc-Pomagielski, finale du slalom parallèle à Sapporo. Regardez bien le départ, regardez. Eh ben vous voyez rien, c'est normal, il y a beaucoup de brouillard. C'est pourtant Julie Pomagielski en orange qui va s'imposer. Elle remporte l'épreuve de Coupe du Monde devant la championne olympique. Et Pomagielski est plus que jamais en tête du classement général de la Coupe du Monde. Et ça va bien pour le snowboard français, puisqu'en garçon, Mathieu Bozzetto a remporté hier le slalom parallèle. Et il s'était déjà imposé la veille dans le géant parallèle. Chelsea-Arsenal, choc du championnat anglais. Patrick Vieira récupère le ballon. Un relais avec Dennis Bergkamp. Et Vieira, en bon capitaine, va aller inscrire son premier but de la saison pour Arsenal. Arsenal qui va d'ailleurs s'imposer 2-1 et qui distance désormais Manchester United de 7 points. Là aussi, je peux vous dire que ça va très fort pour les joueurs d'Arsène Wenger et ce but de Vieira. Hand, Coupe d'Europe, si les garçons de Dunkerque se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe Challenge hier soir. Créteil en revanche s'est fait éliminer hier par l'équipe de Pampelune, une défaite 26-20. Créteil a tenu seulement 40 minutes, du coup c'est le Pampelune de Jackson Richardson qui disputera les demi-finales. 3000 personnes à Poitiers pour accueillir Tours, le leader du championnat de France de volley. Les Tourangeaux en bleu ciel se sont facilement imposés 3-7 à rien grâce à des contres très impressionnants, 14 blocs victorieux au total. Ajoutez à cela une réception impeccable et vous comprenez comment Guémadi conclut ici la rencontre en un peu moins d'1h10 de jeu. Tours qui va disputer son quart de finale aller de la Ligue des Champions mercredi. Paris qui s'est rassuré également. Et puis cet après-midi, Tourcoing a perdu 3-0 à Cannes. Du coup, bien Tours est en tête 3 points devant Cannes et Tourcoing. Et puis c'est tout chaud, tout beau cet après-midi. Pascal Gentil en rouge a remporté à Bakou en Azerbaïdjan le tournoi européen de qualification olympique de taekwondo dans la catégorie poids lourd. On respire. Le médaillé de bronze de Sydney a battu l'Espagnol Garcia 5-2 et du coup il se rendra à Athènes très confiant. On l'écoute là aussi. Ni pour le bronze, je vais surtout pour l'or et je vais m'entraîner vraiment sérieusement et je vais mettre la barre très haute. Donc je vais arriver là-bas comme je suis là aujourd'hui, détendu et relax.
petite Marseillaise, un cocorico, à signaler qu'en taekwondo, toutes les catégories sont représentées pour la France. Et puis peut-être derrière ce beau podium, une image de basketball avec le Mans Orange qui s'est imposé cet après-midi 85-75 grâce à Ruzic face à l'équipe de Villeurbanne, le Mans qui est désormais premier ex-aequo. On s'en rend compte avec l'équipe de Pau-Orthez, suivie à la 3e place de l'équipe de Gravelines Dunkerque. Merci Alexandre. Et puis au-delà du sport, et bien évidemment l'image de la semaine que l'on retiendra, c'était mercredi, le dernier hommage de l'Italie à son champion Marco Pantani dans l'église de Cesenatico où il avait été baptisé il y a 34 ans. Des milliers de supporters ont suivi les funérailles à l'extérieur. Et depuis le Portugal où il prenait le départ du Tour de l'Algarve, eh bien Lance Armstrong et tout le peloton pensaient très fort à lui. C'est un homme, c'est un grand champion et malheureusement, on a beaucoup de mystères. C'est un choc, un vrai choc pour moi, pour tout le sport de cyclisme. Je suis très très triste. C'est pas bon pour le cyclisme. Et justement, Lance Armstrong qui, au calme, s'est confié à vous, Jean-René Godard. Il aborde des sujets qu'il n'évoque jamais, en fait, devant une caméra, dans un climat, évidemment, actuellement de suspicion qui entoure son sport, avec des coureurs qui meurent et d'autres qui sont licenciés ou attaqués en justice. Eh bien, Armstrong s'explique pour Stade 2. Vous savez, je pense que le cyclisme est fort. Il prend, il a pris des coups, mais ce sport est ancien, il est fort, ses structures sont anciennes, donc c'est très difficile d'écrouler tout ça. Et puis ces événements commencent à être un petit peu anciens, pour moi c'est difficile à suivre. Les 3 derniers mois j'étais aux États-Unis, tout ce que je sais c'est ce que j'en ai lu sur Internet. Mais quelquefois vous vous demandez si les gens apprennent vraiment. Nous avons un système, il a des règles et il faut jouer selon ces règles. Mais je crois en ce sport. Je crois en de grands événements comme le Tour de France. Ils resteront pour toujours malgré les controverses. Alors on dit actuellement qu'il y a des sportifs professionnels, notamment des coureurs cyclistes professionnels, qui prennent des risques insensés, des risques inouïs. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il s'agit tout simplement de la folie ? Oui. Vous savez, le fait de prendre des risques, ce n'est pas le fait seulement des athlètes. Nous prenons des risques tous les jours. Si on conduit trop vite, si on fume une cigarette, si on boit trop de bière, si on saute d'un avion avec un parachute, tout ça ce sont des risques. Quelquefois pour rire, quelquefois pour travailler, et quelquefois pour aucune raison en particulier. Mais les gens prennent des risques. C'est la vie. C'est ce qui se passe et c'est ce que les gens font. Vous devez voir certains cas, certains cyclistes. En fait, je ne devrais pas dire cycliste. Ce n'est pas uniquement un problème de cyclisme. C'est un problème dans tout le sport. Bien sûr pour le vélo, mais pour le tennis, pour le football, pour le rugby, pour tout. Ce n'est pas spécifique au cyclisme. Les autres sports sont juste aussi coupables. Peut-être nous avons plus confessé que les autres et nous essayons de faire plus. Mais dans tous les autres sports, vous avez des athlètes qui parfois ne viennent de nulle part, de rien. Et s'ils n'étaient pas sportifs, ils seraient à l'usine ou dans les champs. Et ils auraient beaucoup de difficultés à gagner de l'argent. Donc pour eux, le choix de prendre ce risque est plus facile. Mais c'est le cas pour tous les athlètes. Et si vous regardez l'autre option, peut-être mieux vaut ne pas prendre de risque. Jean-René, vous connaissez bien Lance Armstrong, apparemment pas déstabilisé par toutes ces affaires, et même très serein pour cette année. Oui, effectivement, il est très serein. D'abord, sa vie personnelle s'est arrangée. Bon, il a connu durant ces 2 dernières années beaucoup de problèmes. Ouais. Il a décidé à la fin de l'année dernière de divorcer.
avec Christine, donc, et les 3 enfants, qui sont restés aux États-Unis, à Austin. Lance, lui, est resté aux États-Unis jusqu'à maintenant. Et là, il est revenu pour s'installer pendant la saison des classiques à Gérone, en Espagne. Alors, disons qu'il a clarifié sa vie personnelle et qu'une nouvelle personne est apparue dans sa vie personnelle. Il s'agit tout simplement de la chanteuse Sheryl Crow, que les adolescents notamment adorent. Vous connaissez Christine? Et Sheryl Crow occupe depuis le mois de novembre une place très importante dans la vie de Lance. Nicolas Vino va nous chanter une chanson de Sheryl Crow. Alors justement, il était en jaune hier. Oui. On va découvrir des images et regardez, dans ces images, il y a plein de premières. D'abord, le dossard numéro 1 et le premier contre-la-montre de l'année de Lance Armstrong. Ça se passe au Portugal, donc dans le Tour de Algarve. Il gagne ce contre-la-montre et qui est dans la voiture à côté d'Ivan Brunel? Eh bien, tout simplement Sheryl Crow. C'est la première fois qu'elle suivait une étape dans une course cycliste. Les femmes toujours proches de leur 24 km de course, Lance Armstrong gagne devant 2 de ses équipiers, Floyd Landis et Victor Hugo Peña, et il revêt pour la première fois de l'année un maillot jaune, car le leader du classement général du Tour de Algarve porte aussi un maillot jaune. Et en 2 mots, nous le reverrons en France quand? Alors, Lance Armstrong devrait être en France à la fin du mois de mars, les 27 et 28 mars. Il y aura dans les Ardennes le Critérium international, que nous diffuserons sur France Télévisions. Et ce devrait être normalement la seule course qu'il disputera en France avant le départ du Tour début juillet. Christine Aron, le sport souffre quand même en ce moment avec toutes ces histoires, toutes ces affaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est pas vraiment à moi de le dire. C'est vrai que nous, les sportifs, il faut essayer de se protéger un maximum, mais il faut instaurer plus de contrôle, je pense, inopiné, suivre les athlètes beaucoup plus sur les lieux de stage, à l'entraînement. Mais vraiment, il faut que ce soit très régulier, pas une fois comme ça. Et parce que c'est vrai qu'on peut faire des contrôles pendant les compétitions.